Une nouvelle semaine s'ouvre pour le tribunal de l'actualité. Auditeurs et auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 254 du bouquet Canal+, et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, comme pour chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. Doyen des juges, Geoffroy Baha, bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bougba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Baha, bonjour Président Kaboré, bonjour. Madame, Messieurs, bonjour. Pour cette première convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre le secrétaire général de l'association des journalistes du Burkina, Ajibé Boukari Ouba, qui représente ici les organisations professionnelles des médias OPM. Et avec lui, il sera question de la réaction des OPM à la suite de l'adoption par le gouvernement du projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication CSC. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal de l'actualité. Bonjour Président, merci, bonjour aux juges. Sur ce, je vous convoque à présent les avant-propos. Juge Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci. Alors, comme c'est lundi, je vais sacrifier à la tradition en citant Anthony Robbins qui dit « Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. » Fin de citation. Autrement dit, on ne récolte que ce qu'on a semé. Nous ne pouvons pas semer du mil et espérer récolter des arachides. Et puis on ne peut pas faire la même chose et espérer un résultat contraire. D'ailleurs, Einstein disait que la folie, c'est faire la même chose et vouloir un résultat contraire. Non. Donc, soit on continue de faire la même chose, on a les mêmes résultats et ça nous plaît, ou le résultat ne nous plaît pas et on change notre façon de faire ou on change ce qu'on est en train de faire. Donc pour obtenir un résultat différent de ce que nous avons actuellement, on ne peut pas continuer effectivement de faire la même chose. Il faut avoir parfois le courage de sortir des sentiers battus, envisager autre chose pour obtenir un résultat contraire. Et ce résultat contraire, ça peut être un gain financier, ça peut être en satisfaction morale, ça dépend de l'objectif visé. Excusez-moi, ça dépend de l'objectif visé à travers ce que vous voulez faire en faisant autrement. L'essentiel, c'est d'avoir le courage et d'assumer. Donc, je voudrais souhaiter en même temps, par cette pensée de motivation, à toutes ces personnes qui se lèvent le matin, qui se demandent aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire. Il faut que l'avenir devienne meilleur. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire de nouveau? Beaucoup de courage à ceux qui se posent ces questions et surtout beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et à toutes ces personnes qui s'investissent dans l'humanitaire compte tenu de notre situation actuelle. Excellent lundi et magnifique semaine. Alors, juge Baha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est ce qui s'est passé à Gunguen. C'est un communiqué et qui nous a permis d'en avoir donc le clair mot. Et c'est un communiqué du parquet militaire. Il s'agit de la mort du commandant Tougoubou Ismaël, officier des forces armées nationales. Et on apprend que c'est lors d'une arrestation, puisque il s'est opposé donc à son interpellation. Et les forces qui y sont arrivées ont essuyé des tirs de lui, et donc ça en est suivi ce qui a conduit à sa mort. Et puis le parquet qui nous rassure que tout a été mis avec ce qu'il faut du point de vue de la loi pour pouvoir constater d'abord le décès emmené, donc avec l'ouverture d'une enquête. En tout cas, ce sont de plus en plus d'éléments que nous ne connaissions pas, voilà, une interpellation d'un commandant qui refuse de se faire arrêter. Et surtout que ce serait en lien avec la tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. On se pose en tout cas beaucoup de questions. Maintenant, je dis toujours, nous on est toujours très loin de cet appareil-là militaire, et les populations que nous sommes, quand on a ce genre de nouvelles, c'est pas forcément rassurant. Donc on espère bien que dans la maison armée, les choses vont se tasser, parce que ces dernières semaines ont été, on va dire comme ça, plutôt mouvementées en termes d'actualité, et on espère que tout cela va s'apaiser.
Décidé par le gouvernement de la transition en Conseil des ministres, le projet de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication sera bientôt sur la table des députés de l'Assemblée législative de transition, et les organisations professionnelles des médias OPM fustigent une telle réforme. Et pour comprendre, nous recevons Boukari Ouba, mais avant d'entrer dans le fond du sujet, parlez-nous déjà des OPM. Quelle est sa composition ainsi que ses objectifs? Merci, Président. Les OPM, c'est Organisation professionnelle des médias. Et les organisations professionnelles des médias au Burkina Faso, on ne pourrait peut-être pas les dénombrer même toutes. Et elles sont de plusieurs catégories. Il y a des organisations de patrons de médias. Il y a par exemple UBS TV qui comprend donc les patrons des télévisions. Il y a l'UNALPHA, ce sont les patrons des radios. Il y a la CEP, ce sont les patrons de la presse écrite. Il y a l'AEPML, ce sont les patrons des médias en ligne. Ça, c'est pour ce qui est des organisations patronales des médias. Il y a les organisations de journalistes même, donc des travailleurs, comme l'organisation professionnelle qu'est l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina, comme le syndicat, par exemple, qui est le SYNATIC. Il y a des organisations de défense de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, comme Reporters du Faso, comme le Centre national de presse Norbert Zongo. Et il y a d'autres organisations de professionnels, peut-être avec une certaine particularité, comme par exemple l'Association des retraités de la communication, donc l'ARCI, de la communication et de l'information. Il y a aussi l'APAC, qui est l'Association des professionnels africains de la communication. Je ne finirai pas de les citer tous. Une organisation comme le RIG et également une organisation professionnelle des médias. Donc en gros, c'est pour vous dire que c'est plus d'une dizaine d'organisations professionnelles des médias qui se retrouvent lorsqu'il y a des sujets qui nous sont communs, comme c'est le cas aujourd'hui avec cette question donc, du Conseil supérieur de la communication. Donc on se retrouve généralement sous l'égide du Centre national de presse Norbert Zongo et on décide de mener des actions ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment précis. Alors, messieurs les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité ou de fond. Oui, effectivement, les organisations professionnelles des médias, sur cette question de ce qui se passe au niveau du CSC, ont été clairs dans leur sortie. Et donc, comment est-ce qu'on est arrivé là? C'est sûr que quand même il y a eu un process pour qu'on arrive à ce que vous dites que vous ne vous reconnaissiez pas dans ce qui a été arrêté. Donc, quel a été le processus pour aboutir à cette situation? Quel a été le processus? Nous pouvons dire ce que nous en savons, mais le ministère est beaucoup mieux placé pour décrire un peu le processus. Mais il faut rappeler que pour nous, ce qui était en cours, c'était la relecture des lois sur la presse. Vous savez qu'en 2015, nous avons adopté une loi spécifique à la presse en ligne, une loi spécifique à la presse écrite, et puis notre loi sur la presse audiovisuelle, à savoir radio et télévision. Mais on s'est vite rendu compte que ce n'était pas forcément la bonne option. Donc on avait entamé depuis un certain moment le processus de relecture de ces lois-là pour les fusionner et avoir un code unique du secteur de l'information et de la communication. Donc ça, nous étions au courant et nous avons été impliqués depuis un certain temps. On a travaillé sur les textes. Ce n'est pas encore totalement finalisé, c'est toujours en cours. Mais pour ce qui concerne la loi sur le CC, à véritablement parler, nous n'en étions pas forcément informés. Mais il y a eu des rumeurs depuis quelques mois quand même, comme quoi effectivement, il y a une grosse réforme qui est en cours au niveau du CC et nous tous on se posait les questions. Il s'agit de quoi exactement cette fameuse grosse réforme? Et à quoi ça va ressembler? Et la réforme, on imagine, bien sûr, va toucher d'abord, avant tout, la loi organique sur le CC. Et puis, on a appris qu'il y a même des travaux, mais jusque-là, on n'était pas informés. Mais on a commencé à entendre dire que désormais, c'est le président, le chef de l'État, en fait, qui va nommer le président du CC. Mais jusqu'à cette époque, on n'avait pas le texte. Et puis, un jour, nous avons reçu des invitations de la part du ministère et je dois dire que ce jour, peut-être à tout hasard,
le coursier qui est venu pour remettre les lettres au centre de presse est tombé sur moi en personne. J'ai reçu les courriers. Il s'agissait d'une invitation à prendre part à un atelier organisé par le ministère de la Communication. Nous les avons reçus à 72 heures maximum de l'activité. Et donc, à l'occasion de cet atelier, d'ailleurs, nous n'avons pas manqué l'occasion de dire au ministère que le délai était insuffisant pour nous pour pouvoir même travailler sur ces textes-là. Mais nous sommes allés par respect. Quoique, comme je vous ai dit, les organisations professionnelles des médias, c'est déjà plus d'une dizaine d'organisations. Il fallait les rassembler tous, travailler sur l'avant-projet de loi, faire ensemble des propositions communes et aller défendre ces propositions communes-là. Nous avons essayé autant que possible de le faire. Nous sommes allés les défendre. Le processus a continué avec la rencontre au niveau du Côte-Val. Là également, je crois que c'est tout au plus en 48 heures que nous avons été convoqués. C'est aussi pour vous montrer un peu comment le ministère travaille et souvent nous met sous la pression. C'est parfois même légitime de notre part et tout à fait objectif même que nous puissions refuser d'aller à ces rencontres-là. Parce qu'on ne nous donne pas le temps de nous préparer. Pour permettre à nos téléspectateurs et auditeurs de comprendre, il s'est écoulé en termes de délai combien de temps entre cette première rencontre et la prise de la décision en Conseil des ministres? L'atelier au ministère de la Communication a eu lieu le 31 août. Et donc le Conseil des ministres, ça c'était le mercredi dernier. On peut faire ensemble la comptabilité, je ne sais pas exactement combien de jours, mais donc du 31 août, on n'est pas encore aujourd'hui, c'est quoi, le 8 ou bien le 9 septembre, voilà. 9 octobre, pardon. Voilà. Donc voici, donc à vrai dire, notre implication a commencé avec l'atelier au ministère de la Communication. Et je vous dis, la date, c'était le 31 août. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est allé quand même très vite. Et nous-mêmes, nous avons été très surpris lorsque nous avons appris lors du dernier Conseil des ministres que l'avant-projet de loi a été adopté et est devenu maintenant un projet de loi et qu'il va être transmis donc à l'Assemblée nationale. Vous direz que bientôt, il sera sur la table des députés. Peut-être qu'il l'est déjà, parce qu'à tout moment, le gouvernement peut donc transmettre ce projet de loi-là. Quelle était l'ambiance des travaux? On suppose qu'ayant pris connaissance de l'avant-projet, vous avez dû faire quand même certaines remarques, vous avez exigé certaines choses. Quelle était cette ambiance? Lorsque nous sommes allés au ministère, d'abord, effectivement, on a été convoqués sans savoir exactement quelles sont les autres organisations ou partenaires, structures qui ont été convoquées. Et quand on s'est retrouvés, je crois qu'il y avait peut-être pratiquement une vingtaine d'organisations. Pas seulement des organisations qui résident à Ouagadougou, il y a eu des organisations qui sont venues de Bobo-Dioulasso, des organisations qui sont venues de Tinkodgo par exemple. Donc certaines organisations même que nous ne connaissions pas auparavant. Donc on s'est retrouvés, nous avons eu un avant-propos qui était de dire au ministère que nous étions étonnés que dans le contexte présent là, le ministère même prenne l'initiative de relier la loi sur le CC, la loi organique. Pourquoi? Parce que ce contexte-là, nous l'avons décrit dans notre déclaration. Et ce contexte-là, d'une certaine manière, enlève même la légitimité au ministère de pouvoir initier en ce moment précis un tel projet. Nous sommes à un moment où le ministère de la Communication, disons l'exécutif, pardon, voilà, même si c'est le porte-parole du gouvernement qui signe souvent les décisions, c'est l'exécutif qui fait aujourd'hui la régulation des médias. Donc dans ce contexte-là, si le même exécutif décide d'adopter une nouvelle loi qui va organiser le CC, on a bien l'impression qu'on veut fabriquer un CC qui va faire exactement ce que le ministère fait actuellement. Donc nous avons soulevé cette inquiétude. Nous avons soulevé le fait aussi qu'on ne nous a pas donné suffisamment de temps de nous préparer. Et je dois ajouter que même les documents, c'est-à-dire la copie de l'avant-projet de loi qui nous a été transmis était illisible. Le jour que nous nous sommes réunis, la veille pour travailler sur le document, on ne pouvait pas le lire. Avec vos verres ou pas, vous ne pouvez pas le lire. Nous avons dû prendre attache avec le ministère pour leur demander de nous envoyer le fichier numérique. Chose qui a été faite, on va les remercier pour la diligence. Ils nous l'ont envoyé diligemment et nous avons travaillé là-dessus. Donc nous avons fait ces observations préliminaires là. Et puis après, bien sûr, on est entré dans le vif du sujet. Voilà. Et je crois qu'ils avaient voulu, de mon point de vue, un peu escamoter les choses parce qu'on n'a pas voulu présenter l'exposé des motifs. On est allé directement dans la loi et là encore, nous les avons interpellés sur le fait que
l'exposé des motifs même fait partie de la loi. Dans certains pays même, on adopte la loi, y compris l'exposé des motifs. Parce que c'est bien de comprendre d'abord l'esprit de la révision ou bien de l'adoption de la loi. Cela est important. Et je dois vous dire, par exemple, que dans l'exposé des motifs, puisque nous avons fait présenter cet exposé-là, nous avons retenu que l'idée maîtresse de cette relecture-là, ou bien de l'adoption de ce nouveau projet de loi-là, ou bien de cette nouvelle loi, puisque ça va être bientôt une loi, l'idée maîtresse, c'est de donner plus d'indépendance au CESE. Donc quand nous on lit ça dans l'exposé des motifs, mais on est tout heureux, parce que nous ne demandons pas plus que ça. Et donc l'exposé des motifs doit être conforme aussi au contenu de la loi. Mais véritablement, quand nous avons parcouru la loi, nous étions étonnés de voir que ce n'était pas véritablement dans l'esprit de donner plus d'indépendance au CESE. En tout cas, c'est ce que nous pensons. D'accord. Pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM, le secrétaire général de l'association des journalistes du Burkina AJB et représentant des organisations professionnelles des médias Boukari Ouba est notre convoqué à la barre ce matin. La parole au juge Vara. Oui, merci Président. C'est vrai que vous nous dites comment on est arrivé à cet avant-projet-là, en tout cas. Et on vous a entendu dire de façon très claire que vous étiez contre. Mais quand on regarde, la loi organique, c'est février 2013. C'est de cela que ça date. Et on est dans un domaine qui est celui de la communication et du journalisme qui évolue très vite. Est-ce que honnêtement, on n'était pas dépassé par un certain nombre d'événements qui demandaient qu'on puisse au moins revoir un certain nombre d'éléments concernant le CSC? Oui et non. Moi, je pense que 2013 à aujourd'hui, ça fait 10 ans. On peut penser que c'est beaucoup, mais c'est aussi très peu. Nous sommes en train de parler d'une question nationale. Vous et moi, nous espérons peut-être avoir les 50 ans, 80 ans, et pour nous c'est peut-être beaucoup, mais dans la vie d'une nation ce n'est rien. Et ça, c'est une des faiblesses justement de la législation au Burkina. On a une loi aujourd'hui qui 2 ans après est déjà dépassée. C'est-à-dire qu'on a manqué de vision. Sinon, une loi qu'on a adoptée en 2013, même malgré toute l'évolution du secteur, doit pouvoir tenir encore. Autrement, vous êtes en train de dire peut-être que la loi que nous sommes en train d'adopter aujourd'hui, peut-être dans 5 ans ou bien dans 10 ans maximum, on sera encore en train de relire cette loi-là. Dans les pays sérieux, ça ne se passe pas comme ça. Donc moi, j'admets qu'effectivement, cette loi avait des insuffisances. Mais ces insuffisances sont inhérentes, pas forcément au fait que le secteur évolue beaucoup. En partie, il y a ça. Mais surtout parce que peut-être au début même, la réforme ou bien l'adoption de la loi n'a pas été très sincère. Et qu'il y a beaucoup de choses qu'on voyait déjà qu'on aurait pu prendre en compte, mais on ne les a pas pris en compte. Peut-être parce qu'on a manqué de vision, ainsi de suite. Mais tout est-il que réviser la loi, a priori, ce n'est pas un problème. Nous sommes tout à fait d'accord avec ça. Puisque je vous dis que les lois sur la presse même qu'on a adoptées en 2015, nous sommes en train encore de les relire. Et ça aussi, je dois dire qu'en tant qu'organisation professionnelle des médias, lorsqu'on s'est retrouvé à un atelier à Kourgou sur les lois concernant la presse là, nous avons soulevé le fait qu'il n'était pas pertinent d'adopter une loi sur la presse écrite, une loi sur la presse audiovisuelle et une loi sur la presse en ligne. Et qu'il fallait avoir une loi unique. Nous avons été combattus. Aujourd'hui, combien d'années après, on se retrouve encore d'atelier en atelier pour fusionner ces lois-là et en faire une loi unique. Donc, c'est la même chose qui arrive à la loi sur le CESE. Aujourd'hui, nous sommes en train d'adopter une nouvelle loi et il y a des débats qui sont houleux. Tout ce que nous avons eu à défendre devant le ministère de la Communication en atelier, devant le Coteval, pratiquement rien n'a été pris en compte. Donc, il faut vous assurer qu'on va adopter cette loi-là et peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, on va se rendre compte peut-être que X ou Y avait raison, mais il n'avait pas été écouté et on sera encore en train de vouloir relire la loi. Mais justement, au sein de ce projet, quels sont les points de désaccord? Beaucoup. Je crois que le point qui nous divise le plus, c'est la question de la désignation du président de l'institution. Nous sommes formels là-dessus. On aurait pu à la limite faire des concessions sur un certain nombre de points. Et ça, nous avons eu l'occasion de le dire en atelier ou bien devant le Coteval. Et je dois rappeler que c'est un sujet en réalité qui ne nous a pas divisés.
que ce soit lors de l'atelier au niveau du ministère de la Communication ou bien lors des travaux de Côté-Val, c'est pratiquement à l'unanimité que les participants ont reconnu qu'il n'était pas opportun, sinon même que c'était un grave recul que de passer de l'élection du président par le collège des conseillers à une nomination simple et directe par le chef de l'État. Et ce qu'on peut appeler des techniciens, c'est-à-dire même le personnel même au niveau du Côté-Val, avait soutenu cette position. Ils ont demandé c'était quoi dans la loi actuelle en vigueur. On a dit mais c'est l'élection. C'est l'élection. Donc aujourd'hui qu'on nous parle de nommer directement le président, il lui fallait qu'on nous dise exactement c'est quoi le problème. Ben, évidemment, vous et moi, nous imaginons ce qui peut constituer comme alibi. On a parlé des tensions à chaque élection d'un président du CSC. De vous à moi, je pense qu'il n'y a jamais eu d'élection au CSC. La seule élection qu'il y a eu, c'est la récente, avec la bataille entre Aziz Bamogo et puis mon professeur, le docteur Daniel Boukayere. C'est la seule élection qu'il y a eu au CC. Les autres fois, ça a été des arrangements. Donc, vous voyez, il n'y a jamais eu véritablement d'élection. Et aujourd'hui, on dit que l'élection pose problème. Il faut d'abord commencer par instaurer effectivement l'élection. C'est le même problème que nous avons à l'échelle nationale. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, on fait par exemple le procès de la démocratie. On fait le procès de la démocratie. Mais la première des choses qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement de démocratie. Nous ne posons pas des actes démocratiques. Nos institutions ne fonctionnent pas démocratiquement. Si on applique la bonne démocratie, on aurait jugé la démocratie en toute sincérité. Donc de la même manière, la question de l'élection du président au CC, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement d'élection. Les fois où les gens se sont entendus, ils ont appelé ça consensus ou bien c'est des arrangements. Peut-être même si on était rigoureux sur la loi, on aurait dû remettre en cause l'élection et la désignation de ces personnes-là. Vous parlez de l'élection de Mathias Tankwano. Avant lui, il y a eu Nathalie Sommet. Donc parce que Nathalie Sommet est arrivée déjà au moment où le président devrait être élu. Donc il n'y a jamais eu véritablement d'élection. Ce qui me fait dire que notre combat à tous, c'est-à-dire le ministère, le CC, les organisations professionnelles des médias et l'opinion, notre combat à tous devrait de faire en sorte qu'il y ait d'abord élection, une véritable élection, pour voir ce que l'élection donne. Mais il n'y a jamais eu véritablement d'élection et on commence à dire que l'élection pose problème. Non, il y a problème parce qu'on n'a jamais appliqué véritablement l'élection comme cela doit se faire. D'accord, monsieur le juge. Oui, mais il y a tout de même, avant de revenir sur la question du mode de désignation du président ou de la présidente, il y a quand même des innovations qui ont été apportées au texte. Vous dites que 2013, 2023, 10 ans dans la vie d'une nation, c'est vraiment petit, mais il y a les nouveautés en ce qui concerne les réseaux sociaux qui n'étaient pas prises en compte. Il y a aussi pour les médias en ligne, et les web TV, les web radio, où il est maintenant demandé, au lieu de passer par le tribunal, le procureur, on adresse maintenant, comme on appelle ça, l'enquête au niveau du Conseil supérieur de la communication. Ça, c'est quand même une évolution pour se conformer au contexte actuel. Oui, je vous ai dit qu'à priori, on n'est pas contre la réforme. Mais si je prends rien que les 2 points que vous relevez, il y a véritablement des faiblesses par rapport à ça. Au niveau du Côté-Val, et ça, ce n'est pas les organisations professionnelles des médias qui parlent, ce sont les techniciens. Ils ont dit ce n'est pas normal qu'on vienne confier la régulation des activistes, des influenceurs, donc des réseaux sociaux, au CC, alors qu'il n'y a même pas un texte de base sur la question des réseaux sociaux. Au Burkina Faso, vous avez un texte de base sur la question des réseaux sociaux. Je dois vous dire que le débat a commencé avec l'adoption des lois même sur la presse. À un atelier à Tenkodgo, le ministère s'était préparé à faire en sorte qu'effectivement on intègre les réseaux sociaux dans les lois sur la presse. Le débat a eu lieu et à la majorité, on a dit non, ce n'était pas le lieu. Et on a recommandé au ministère d'adopter une loi spécifique sur les réseaux sociaux, comme ça s'est fait dans certains pays. Je pense que peut-être le ministère n'a pas pris en compte cette recommandation. Le ministère a voulu passer par encore un raccourci en venant mettre la question
dans la loi organique sur le CC. Je vous invite à parcourir la loi organique sur le CC. Vous allez voir la seule chose qu'il y a dedans et qui fait dire que le CC va réguler les réseaux sociaux, c'est un tiret de 3 ou 4 lignes qui dit qu'effectivement les pages qui ont plus de... Bon, dans l'avant-projet de loi, c'était 10 000. Mais quand le ministre a parlé, il a dit 5 000. Je dois préciser que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore le texte qui est sorti du Conseil des ministres. Celui que nous avons en notre possession, c'est le texte qui est sorti de l'atelier du ministère et du Coteval par la suite. Donc, le ministre ne parle même plus de 10 000, mais il parle de 5 000. Donc, il y a juste un tiret. Précisons qu'il s'agit de 5 000 followers. Ceux qui suivent. Donc, il y a juste un tiret dans la loi organique portant le CC qui dit que désormais le CC va surveiller ces influenceurs ou bien ces activistes-là. Mais non, vous n'avez même pas la base légale qui permet au CC de le faire. Et le Coteval a recommandé au ministère de laisser tomber cette disposition dans le CC et d'adopter d'abord un texte de base qui permet de comprendre c'est quoi les réseaux sociaux, c'est quoi un influenceur. Vous prenez la loi organique sur le CC, là justement, on vous définit c'est quoi un influenceur. Oui, ça a été défini, le blogueur, voilà. L'influenceur, l'activiste. Mais ce ne sont que dans les définitions. Vous allez parcourir la loi de l'article 1 à l'article final. Vous n'allez pas voir nulle part une disposition qui parle justement d'influenceurs ou de blogueurs. Mais quand on utilise une définition dans une loi, c'est parce qu'il y a une disposition où on va justement évoquer le terme en question. Donc vous voyez, on a balancé des choses comme ça. Vous parlez de la déclaration pour parution. Non, ce n'est pas pertinent de confier ça au CC. Et nous étions au Coteval. Il y avait l'un des experts en matière de loi sur la presse au Burkina. C'est le docteur Dramé. Le docteur Dramé a dit, mais ce n'est pas pour rien que c'est auprès du procureur qu'on fait la déclaration. Et le Burkina ne peut pas déroger à ça. Parce que c'est le juge des libertés. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pertinent de dire qu'on va faire la déclaration auprès du CC. On doit faire la déclaration auprès du procureur. Et ceux qui disent que le CC a connu plusieurs crises là, quel que soit ce qu'on peut faire, le CC peut encore tomber en crise. Donc ça veut dire que pendant que le CC était en crise récemment là, si vous, M. Bougma ou VAR, vous voulez créer votre média, vous faites comment? Mais on pense que le procureur, c'est-à-dire l'institution judiciaire, est beaucoup plus stable que le CC. Donc, allez déposer une demande auprès du procureur pour avoir l'autorisation ou bien pour l'informer que vous allez paraître, ça ne pose aucun problème aux organisations professionnelles, du moins aux professionnels de la communication et de l'information. On peut juste dire qu'après avoir fait ça, il faut faire ampliation au CC. Mais on ne peut pas enlever le fait qu'il faut faire la déclaration auprès du procureur et puis dire désormais il faut faire la déclaration auprès du Conseil supérieur de la communication. Et si le Conseil supérieur de la communication rejette, c'est devant qui on parle maintenant? Rejette quoi? Si votre dossier est rejeté, la déclaration d'existence, est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prévues? Non, je ne pense pas. D'autant plus que, comme vous le savez, pour ce qui concerne la presse écrite, à la limite, c'est formel, hein? Voilà, c'est une déclaration formelle. Peut-être si on nous rejette, c'est juste parce que dans votre déclaration, il y a des informations qui manquent. Donc, vous allez aller reprendre en mettant ces informations-là. Là où il y a beaucoup plus de dossiers à fournir, c'est pour ce qui est de la presse audiovisuelle, donc radio et télévision, où effectivement la CC a un grand rôle à jouer, parce que c'est le CC qui donne effectivement ces autorisations. Alors, sur la question de la désignation du président ou de la présidente, c'est d'ailleurs le point qui cristallise les passions. Ici, Louis Modeste Ouédraogo, qui dit qu'il est dans la maison depuis 2007, affirme que c'est depuis qu'on a commencé l'élection de président que le CSC a commencé à avoir des problèmes et que les longues crises sont liées à ça. Et donc le mieux c'est de repartir au choix par le chef de l'État, et là ça règle les problèmes de personnes.
Vous qui suivez ces choses de près, qui avez suivi l'évolution, puisque les premiers textes d'élection du président ont commencé par Nathalie Somé, ensuite Mathias Tankwano, et puis bon, la récente c'était Aziz, M. Bamoro. C'est comme on a le choix entre suivre les principes et suivre les émotions, les comportements, pour ne pas dire les mauvais comportements des individus. Le principe existe justement pour normer le comportement des gens. Et je crois que lui, Modeste Ouedraogo, lui-même l'a dit, véritablement au cours de l'atelier comme au Côte-Val. Et avant ça, on se connaissait, donc on travaille beaucoup ensemble, on partage beaucoup de points de vue. Je l'ai écouté ici dire que lui-même, il était de ceux qui ont défendu l'élection du président. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, il pense que c'est une bonne chose. C'est parce qu'il l'aurait dit ici. Il l'a dit. Et il continue de penser qu'aujourd'hui, l'élection est une bonne chose. Alors qu'il dit que non, avec l'évolution, lui, il a changé de point. Il soutient encore que dans le principe, l'élection, c'est l'idéal. C'est comme ça que je comprends ces interventions. Nous l'avons reçu ici sur ce plateau vendredi. Non, c'est que je vais dire. Il dit qu'aujourd'hui, l'élection n'est pas une bonne chose. Ça ne marche pas. Mais je dis, dans son idéal, c'est l'élection qui est bien. Oui, non, dans le principe. Voilà, dans le principe. C'est-à-dire, moi-même, je peux dire aujourd'hui qu'il faut faire autre chose. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. L'idéal, c'est telle autre chose. C'est comme ça que je comprends le modèle Ouedraogo. Donc, je veux dire en fait qu'il connaît ce qui est mieux. Mais il dit que ça, c'est plus difficile parce que ça crée des problèmes. Donc, il faut faire simple. Et c'est cette simplicité-là que nous rejetons. Et je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas l'élection qui a posé problème. C'est les petits arrangements et les conflits de personnes. D'accord. Ah oui, juge va, allez-y. Oui, justement, parce que ce que vous dites, c'est que ce n'est pas l'élection le problème. Non. Mais alors qu'on permet l'élection, en interne, on se permet l'arrangement. Et si l'arrangement pose problème, c'est que les gens ne veulent pas de l'élection. Ce que je veux dire, on envoie des gens au CSU aussi pour leur qualité professionnelle, pour leur qualité humaine, parce qu'il faut quand même répondre à un minimum de valeur pour être là-bas. Je pense que s'il y a des gens qui arrivent au CC et que le fait qu'on ait élu une personne en leur défaveur les dérange au point qu'ils puissent poser problème au fonctionnement du CC, c'est que ces personnes ne méritent même pas d'être conseillées. Ces personnes ne méritent pas d'être conseillées. Je pense qu'on parle d'une haute institution de la République. C'est des gens à qui on a confié une haute fonction. Et nous avons beaucoup de respect pour les conseillers. Et nous pensons qu'on ne va pas venir dire que les conseillers sont si, excusez-moi, minables au point de s'attacher à ces conflits-là et ne pas peur avancer une institution. Mais est-ce que ce n'est pas le réveil tardif? Je m'explique. Oui. C'est dire qu'on permet qu'il y ait des élections. Et ce n'est pas forcément l'élément qui est usité. On préfère toujours les arrangements. Même si on sait qu'à la fin, quelquefois ça coince. Oui. Mais pendant ce temps, tous on était là, on a regardé se faire. Pendant ce temps, on est tous restés à regarder se faire. On sait qu'il y a un modèle dit démocratique qui devrait être usité. Les gens ne l'utilisent pas. Bon, il y a les gentleman agreements qui posent souvent problème parce qu'on se retrouve face à des gens qui ne sont pas si gentlemen que ça. Maintenant, nous, on a tous regardé. Ça conduit à des blocages. Aujourd'hui, il y a comme la leçon qui est tirée pour dire, bon, comme c'est comme ça, déjà que le président, il lui est permis de nommer, je pense que c'était 3 personnes, non? 3 personnes, une personne par le président de l'Assemblée nationale, une autre par un magistrat, par le président du Conseil constitutionnel, et puis les organisations de médias, c'est 3 aussi, si ma mémoire est bonne. Mais on permet déjà au président de faire nommer certains. On se rend compte qu'il y a un chemin qui est textuel, mais personne ne veut l'utiliser.
et on utilise des arrangements qui posent problème. Et maintenant, quand on dit, bon, comme c'est comme ça, qu'il y a trop de problèmes, bon, je vais m'assumer. Parmi ceux que je vais envoyer, je vais désigner le président. Maintenant, se lève, on dit, il faut qu'on fasse l'élection. Est-ce que nous-mêmes, on n'a pas resté, on n'a pas laissé le piège à nous prendre? Peut-être, mais je ne crois pas. Quand vous dites qu'on a regardé, on a laissé faire, moi, je ne crois pas. D'accord. Quand la récente crise au CC a commencé, je ne peux pas dénombrer le nombre de déclarations que les organisations professionnelles des médias ont faites. Lorsque on a élu les gens comme les Nathalie Sommet, comme les Mathias Tankwano, à vrai dire, peut-être que c'est aujourd'hui que l'opinion, y compris moi, nous pouvons affirmer que ce ne fut pas une élection. Sinon, même quand on élisait Bamogola, vous et moi, nous n'étions pas là-bas. Si. Donc, quand le collège se réunit et soit nous dire on a élu un tel, mais nous, on le prend pour président élu. Donc, c'est plus tard les mêmes qui nous disent qu'en réalité, ce ne fut pas une élection, ça a été des arrangements. Et à l'instant où nous le savons, nous le condamnons. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui auraient pu peut-être alerter, c'est justement quelqu'un comme lui, Modeste Ouedraogo, parce qu'eux, ils sont là-bas. D'une manière ou d'une autre, ils sont témoins de l'élection et ils savent que ça ne s'est pas bien passé. Donc, même s'ils ne peuvent pas prendre leur voix, venir à la télévision Truth TV pour dénoncer ça, ils peuvent appeler, monsieur Ouba, vraiment, la façon dont le président a été élu là, je pense que ce n'est pas ce qui devrait être. Et puisque moi, je n'ai pas la même réserve que lui, je peux dénoncer. Mais ceux qui sont là-bas, qui voient, en plus qu'ils sont des juristes, parce que le CC a toutes les compétences qu'il faut là-bas, ils voient que les choses ne se passent pas bien, ils sont d'accord avec ça. Donc, le reproche que vous faites, moi je renvoie ce reproche-là plutôt. C'est pas le reproche que je fais. Moi j'ai mon avis là-dessus. Tout à fait. Maintenant je pose les questions que ceux qui nous regardent se posent. Quand on reçoit quelqu'un ici, même si vous êtes journaliste comme moi et que j'ai mes convictions, je vais vous coincer au maximum si vos positions. Et justement là-dessus, si on se bat pour que l'élection soit le modèle qui soit maintenu, quelle garantie on a que ces mêmes-là ne reviendront pas encore faire les arrangements comme on a eu par le passé? Aucune garantie. Nous n'en avons aucune. Mais je vous dis, je ne sais pas quelle est votre préférence. Non, mais de prime abord. Vous voulez que je vous dise? Oui. Comme vous avez posé une question. Oui. Moi, je suis contre le fait que le président désigne quelqu'un. C'est mon point de vue. Maintenant, comme ici je suis en tant que juge au siège, pour vous cuisiner, je vous pose les questions pour que vous vous défendiez. Oui, j'accepte cuire. autant que ça peut. Donc, je dois vous dire que dans le principe, nous voulons l'élection. C'est pas parce que ça ne fonctionne pas qu'on doit abandonner. Et je vous dis, 10 ans, c'est très peu. Au Niger, ça marche très bien. Au Niger, le président, il est élu. Je crois même que quand je regarde le projet de loi actuel, je sais qu'ils se sont beaucoup inspirés de la loi nigérienne. Malheureusement, ils ont pris ce qu'il y a de mauvais dans la loi nigérienne, mettre dans notre loi et laisser ce qu'il y a de bon là-bas. Au Niger, ce qu'on peut appeler l'exécutif ou bien le pouvoir n'a pas la majorité au CC. Au Niger, il y a même des défenseurs des droits de l'homme qui siègent au CC. Et moi, j'aurais souhaité qu'on introduise ça, par exemple, ici au Burkina. Parce que l'affaire de la régulation des médias, l'affaire des médias, ce n'est pas que l'affaire des professionnels des médias. C'est aussi l'affaire des publics, les lecteurs, les auditeurs, les téléspectateurs. Ils ont bel et bien leur mot à dire. Donc on peut se dire, voilà, des représentants des consommateurs des médias ou bien des défenseurs des droits de l'homme vont siéger au CC. Pour moi, c'est tout à fait pertinent. Il y a ça, par exemple, au Niger. Ils ont parcouru la loi du Niger, ils ont pris ce qu'ils veulent, mais ça, ils n'ont pas vu ça. Au Niger, c'est 15 conseillers. Ce qui permet d'avoir une plus grande représentativité. Mais ici, on est resté sur les 9 avec 6 qui appartiennent à un même pool. Donc, le pouvoir, à savoir donc l'exécutif, le Parlement et puis le judiciaire. Nous sommes dans un pays où on n'a pas besoin de taiser sur le déficit de séparation des pouvoirs, surtout pas en ce moment précis là. Je reviens toujours sur la question d'un président désigné par
le président le chef de l'État. Je dis encore, moi je me pose la question, parce qu'on veut sortir peut-être d'un problème qu'on a constaté. Il y a élection comme modèle, on ne l'utilise pas, on préfère des arrangements. Ok, ça pose problème jusqu'à ce que, quelquefois, l'institution se trouve grippée. Et on a bien remarqué, très souvent, c'est aussi quand, parmi ceux qui ont été désignés, soit par le président, le chef de l'État, soit par le président de l'Assemblée nationale, le gentleman agreement ne fonctionne pas, et c'est quelqu'un d'autre qui se fait élire, la machine commence à se gripper encore. Mais est-ce que la solution, est-ce que la solution définitive, ce n'était pas ça? Puisque vous dites vous-même que même si on fait le combat pour avoir la garantie de l'élection, il n'y a pas la garantie de l'élection. Geoffroy Var, on ne va pas le juge Var, on ne va pas arracher tous les feux tricolores de la ville de Ouagadougou parce que tous les matins les Ouagalais brûlent le feu. Moi j'envoie et vous envoyez, et par moments même ils sont les plus nombreux. Tant qu'il n'y a pas un policier à côté qui joue la police, on brûle les feux. Nous allons maintenir les feux tricolores. Nous allons continuer à sensibiliser et à sanctionner s'il le faut. Parce que nous pensons que ce qui est bien, c'est d'avoir une circulation qui est régulée avec des feux tricolores. Parallélisme pour parallélisme, nous sommes convaincus qu'un président élu a normalement plus de légitimité, a plus de garantie d'indépendance qu'un président qui est nommé. Ce qui n'est pas une garantie absolue. Ça, je vous l'ai déjà dit. Vous savez, on est dans un pays où les gens ne veulent même pas de l'indépendance. Et souvent, nous avons l'impression qu'on se bat pour rien. Ah bon? Absolument. Et les exemples sont nombreux. Les médias publics au Burkina, jusqu'à une date récente, pour dire jusqu'en 2015, le ministre de la Communication était le directeur de publication des médias publics. C'est du fait du travail des organisations professionnelles des médias, plaidoyer, combat, des sacrifices que nous avons obtenus en 2015, qu'il y ait cette déconnexion. Le ministre de la Communication n'est plus le directeur de publication des médias publics. Le DG de chaque média public, c'est-à-dire de la RTB, de Sidoya, ils en sont les DP, les directeurs de publication. Mais aujourd'hui, ça ne donne pas plus d'indépendance à ces médias-là qu'hier. Observez en ce moment précis ce qui se passe. Vous estimez qu'il y a recul? Mais absolument, c'est un recul total. Ben, écoutez, j'ai affaire à des journalistes, vous êtes aussi observateurs que moi, donc pour certaines choses, je suis obligé de vous renvoyer la balle tout simplement. Il n'y a jamais eu recul dans les médias publics comme on l'observe actuellement. Et pourtant, nous sommes à un moment où nous nous sommes battus pour qu'un ministre de la Communication ne puisse pas donner injonction à un directeur général des médias publics parce qu'il est le directeur de publication. Mais ça donnait quoi? Donc, on a affaire à des gens souvent qui ne veulent pas d'indépendance. On parle de la justice. Oui, ça va un peu, mais ce n'est pas toujours évident. Mais quand même, ça a été un combat de beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, de la démocratie, ainsi de suite, pour qu'effectivement, on puisse avoir cette indépendance du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce n'est pas pour autant, et même les conditions financières, matérielles et tout, mais ce n'est pas pour autant que tous les juges au Burkina sont indépendants, sont d'une probité. Voilà. D'accord. Vous avez parlé des conseillers, pourtant les réformes touchent également les conseillers du CSC. On parle désormais, selon l'article 20 de l'avant-projet de loi, d'une réforme qui fait de sorte à ce que ce soit désormais un âge compris entre 35 et 55 ans. Et aussi, il faut que pendant une année, l'intéressé ne soit pas responsable d'entreprise de presse. C'est quand même une évolution. Qu'est-ce que vous en pensez? Évolution. C'est un changement. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit une évolution. Je pense que lorsqu'on décide de changer quelque chose, c'est qu'on a déjà fait le diagnostic. Et surtout le bon diagnostic. De telle sorte que la solution qu'on va apporter soit effectivement la solution au problème qu'on avait identifié et qu'on avait bien nommé. Quand on dit que vous ne pouvez pas être conseiller
si dans les 12 mois précédents, vous avez été responsable d'un média. C'est-à-dire que même quelqu'un qui avait son média qu'il y a 6 mois, il y a 8 mois, ou bien il y a 10 mois, était directeur de publication, ou bien DG, et qu'il a démissionné, ou bien son média a disparu, en tout cas il n'est plus responsable de médias. Il y a 10 mois, ou bien il y a 11 mois, la personne à la date d'aujourd'hui ne peut même pas être proposée pour être conseiller. Et nous disons, il faut nous dire le problème que ça pose, ou du moins le problème que ça résout. Est-ce qu'on a pu nous dire que des gens, parce qu'ils étaient responsables des médias, sont arrivés au CC et ont empêché qu'on prenne des décisions contre leurs médias? Moi, je ne crois pas. Mais est-ce qu'on peut être jugé parti? Non, il ne s'agit pas d'être juge de parti. Dès lors que vous êtes désigné pour être conseiller, aussitôt vous démissionnez de votre poste de directeur de publication. Ça a toujours été comme ça. Seni Dabo, qui est aujourd'hui membre du collège de conseillers, était membre de l'association des journalistes du Burkina, en fait du bureau. Lui et moi, nous étions dans le même bureau de 5 membres de l'AJB. Dès lors qu'il a été nommé conseiller au CEC, il n'a plus participé à une seule rencontre de l'AJB. Il n'est plus membre du bureau de l'AJB. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, dans toutes les hautes fonctions, vous savez que pour être juge au Conseil constitutionnel, ça se passe comment? La personne est même membre d'un bureau politique de parti. Et le soir où on le nomme, le lendemain, il démissionne. Pour être président pour être médiateur du FASO, vous l'avez suivi ici, avec Sarah Sérémé. C'est quand on te nomme, tu démissionnes de la présidence de ton parti politique. Ça ne pose pas problème aux gens. C'est pour être membre d'un collège de 9 membres là, de 9 membres, où tu n'es pas le seul, tu n'es même pas le président. On dit que dans les 12 mois précédents, on n'a même pas dit 6 mois, on n'a pas dit 3 mois, on n'a pas dit 1 mois avant. On dit pendant 12 mois, la personne ne doit pas avoir dirigé un média. Mais il faut dire que visiblement, alors que là on est en train de parler justement d'un organe qui normalement, ceux qu'on doit voir là-bas, ce sont les acteurs des médias. Est-ce que l'on ne perd pas de vue le contexte dans lequel le fonctionnement du CSC est ainsi modifié? Et je m'explique. Oui. Est-ce que ce fonctionnement du CSC en temps de paix doit être le même dans le contexte national actuel où la sécurité implique un besoin de communication différent de celui du contexte de paix? Si je vais aller dans votre sens, il faut supprimer le CSC et laisser le président de FASO va réguler les médias. Parce que c'est lui qui est le chef de la guerre. C'est lui qui sait ce dont il a besoin, de quel type de médias il a besoin pour faire la guerre. Donc il ne faut pas qu'il aille demander ce travail-là à des conseillers qu'on va mouler. Non. Autant supprimer le CC et il va le faire lui-même. Si on dit qu'il existe une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des médias, il faut qu'on respecte nos textes. Respecter surtout la Constitution qu'il a créée. Et moi, je pense que jusque-là, le CC, malgré toutes les critiques que nous avons déjà eues envers cette institution-là, essaie de faire autant que possible ce travail de régulation-là. Malheureusement, justement, vous dites bien le contexte, en fait, on utilise mal le contexte. On utilise le contexte pour nous tailler justement des textes de contexte. La communication est importante en temps de guerre. Oui, mais le gouvernement est en train de faire sa communication, pour ne pas dire sa propagande. Quel est le rôle du journaliste en ce moment? C'est pas ça le sujet. Oui, mais la communication est importante et on parle de réguler le CSC. Vous parlez du rôle du journaliste ou bien le rôle de la communication? On parle du rôle du journaliste dans le contexte de guerre, puisque vous écartez le journaliste en termes d'accompagnement de communication afin de nous permettre de sortir de cette guerre. Le rôle du journaliste en temps de guerre comme en temps de paix, c'est de donner l'information. Parole au juge Bougba. Oui, maintenant, en ce qui concerne le contexte n'est pas à négliger. Je pense aussi que le 2015, c'était un autre contexte. 2023, c'est un autre contexte. Et le droit, en général, c'est l'effort du moment qu'il écrive. C'est une question du rapport de force. Donc c'est pourquoi la question sur le contexte n'est pas à négliger. Oui, tout à fait. Voilà. Maintenant, dans le contexte actuel, vous dites que si c'est comme ça, autant supprimer et puis permettre au chef de l'État comment on appelle ça,
de pouvoir avancer, de pouvoir réguler. Sur ce plateau, face à Liu Modeste Ouedraogo, quand on regarde les dispositions, j'ai dit c'est une gendarmérisation, et ça au moins, quand on regarde les choses, voilà, elles sont claires. Mais maintenant, le texte est maintenant sur la table des députés pour être adopté. La question qui reste, c'est quels sont vos autres moyens de pression pour inverser la tendance, parce qu'il est clairement établi qu'ici c'est une affaire de rapport de force. Vous faites bien de parler du rapport de force. Ce pays a des difficultés, je vous l'avais dit au début. Nous faisons le procès de la démocratie et j'ai fait partie de ceux qui font le procès de la démocratie parce que je ne suis pas satisfait de ce semblant de démocratie que nous avons. Parce que ça n'a jamais été véritablement une démocratie. Et c'est ça le véritable problème. Ce qui a toujours marché, ou qui a très souvent marché dans ce pays, c'est le rapport de force. Nous gouvernons peut-être principalement avec deux choses. Le rapport de force et la ruse. Tous les pouvoirs qui se sont succédés ont utilisé ça. Jusqu'à ce qu'effectivement, ces moyens-là montrent toutes les limites. Parce que la question du rapport de force, c'est qu'on n'est jamais aussi fort pour le demeurer éternellement. Vous allez faire peut-être 27 ans de pouvoir, peut-être 60 ans de pouvoir. Un jour va venir où vos forces vont vous lâcher. Vous avez beau utiliser la ruse, la roublardise, on modifie un article aujourd'hui, à l'approche de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition, on dit non, il faut modifier, on dit c'est rétroactif, c'est pas rétroactif, on a beau faire ça une fois, deux fois, trois fois, ça ne va pas toujours passer. Il faut que pour une fois, et pour revenir à ce que vous avez dit au début, et qui était très pertinent, à savoir qu'on ne peut pas faire toujours la même chose et espérer un changement. Il faut que pour une fois justement, on arrête au Burkina de vouloir gouverner avec le rapport de force, de vouloir gouverner avec la ruse. Pourquoi on ne décide pas pour une fois de suivre les principes? Nous avons affaire aujourd'hui à un pouvoir de transition qui est venu balayer ceux qui l'ont précédé, aussi bien le pouvoir de Damiba que le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré, parce qu'on leur reproche de n'avoir pas été assez démocratique. Je crois bien que c'est ça, hein? En gros, on peut résumer ça comme ça. Il y a bien sûr la question de la sécurité, mais parce que ce n'était pas assez démocratique. Et c'est pour ça qu'ils font actuellement le procès de la démocratie. Mais on fait le procès de la démocratie au même moment où on nous présente toute autre chose que de la démocratie. Mais puisqu'ils sont arrivés à la conclusion que le problème c'est la démocratie, c'est quand vous écoutez la tendance, on a l'impression que le problème c'est la démocratie. Évidemment. Maintenant, où je suis d'accord avec vous, c'est que en même temps qu'on rejette, on dit que le problème c'est la démocratie, on a un fonctionnement et une organisation, une charpente démocratique. Bon, c'est un peu facile, non? Bon, pour aller rapidement, parce que vous demandez quelque chose de normal dans une situation qui n'est pas tout à fait normale. Je serais plus d'accord qu'on dise que le problème c'est notre démocratie, c'est notre façon de faire la démocratie. Donc pour revenir à votre question, vous demandez éventuellement, je crois que c'est la suite ou quelque chose comme ça, parce que la loi va aller à l'ALT. Nous on se demande même si on a encore une suite à donner. Nous avons été à un atelier du ministère où nous avons déposé des arguments, nous avons cherché des contradicteurs, on n'en a pas trouvé. C'est-à-dire que sur place, voilà, c'est pratiquement à l'unanimité, des gens ont rejeté pratiquement les dispositions qui sont querellées là. Nous sommes allés au Côte-Val, y compris avec des techniciens qui ont même pris la parole avant nous pour dire que telle chose, c'est pas bien. Et malgré tout, ça passe. Et on veut maintenant qu'on continue le chemin devant l'Assemblée législative de la transition pour aller encore se faire auditionner. Vous voyez, on est en train de nous utiliser. Et nous partons très souvent avec toute notre bonne foi, parce qu'avant tout, ce sont des autorités qui nous invitent. Nous avons failli ne pas aller à l'atelier du ministère, mais nous avons dit, c'est quand même le ministère, c'est une autorité, il faut que nous y allons. On a failli ne pas aller au Côte-Val, parce qu'on a eu l'information la veille, mais nous sommes allés. Et je peux vous assurer que nous irons à l'ALT pour défendre les mêmes arguments, et libre à eux, effectivement, de décider de nous suivre ou bien de suivre leur volonté ou éventuellement leur maître
Et puis bon, voilà, c'est le pays aussi qui... Nous sommes presque à la fin de l'audience. Dernière réaction, juge Vaha. Oui, c'est clair que quand on regarde là, il y a une volonté de contrôle qui, je n'ai pas dit, qui dit pas son nom, c'est à peine voilé. C'est ce qui est un peu dommage. Parce qu'il y a eu des moments de gentleman agreement, c'est-à-dire on s'est permis des arrangements, c'était encore dans le soft. Là, c'est ce qui dérange. Et encore que, il y a un élargissement de compétences du CSC et puis une gendarmérisation plus accrue. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, bon, on désigne le président qui lui-même désigne parmi les conseillers là celui qui sera son adjoint. S'il n'y a pas plus contrôle que ça, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Mais je comprends. Parce qu'on a un CSC aussi qui récemment est resté droit dans ses bottes sur sa question de régulation, qui n'a pas dépassé, qui n'a pas outrepassé, même quand on a la claire lecture qu'on lui a demandé. Et ça a été le ministère, le gouvernement qui s'est assumé plutôt que le CSC où cela a été attendu. C'est vrai, ça s'est fait ailleurs, mais ça s'est fait ici. Peut-être c'est ça qu'on est en train de tenter de résoudre, mais est-ce que c'est la bonne façon? Ça, c'est la grande question que moi je pose aujourd'hui. Et je trouve que jusqu'à présent, et depuis le début du MPSR2 et les MPSR eux-mêmes, les médias ne sont pas forcément vus comme des partenaires. Et je pense que ça, c'est une erreur. Et c'est sur ce commentaire de juge Vaha que nous mettons un point final à cette première audience du tribunal de l'actualité. Je rappelle que le secrétaire général de l'association des journalistes du Burkina, Boukari Ouba, et également représentant des organisations professionnelles des médias OPM était notre convoqué à la barre. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci, Président. Merci au juge Bougma et au juge Vaha pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.